Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Suite au bombardement du site d'orpaillage de Tamou avec à la clé des nombreux morts, ce qui a conduit les acteurs de la société civile sur les lieux, mais aussi auprès des rescapés afin de s'enquérir de la situation. Michael Zodi, acteur de la société civile, que je vous invite à suivre. Le lundi 24 octobre 2022, au matin vers 7h30, les terroristes ont attaqué le poste de police de Tamou. Malheureusement, nous avons perdu 2 de nos policiers, paix à leur âme. Les gens ont attendu jusqu'à 16h l'heure de la prière pour faire décoller des hélicoptères pour aller sur le site d'orpaillage qui contenait à peu près 7000 hommes qui travaillaient sur ce site. Et ces 2 hélicoptères ont bombardé ce site. Après le bombardement de ces 2 hélicoptères, des hommes au sol dans des véhicules ont fait le ratissage en tirant sur tout ce qui bouge. C'est horrible. Hier, nous sommes rendus à l'hôpital national, enfin, premièrement, de s'enquérir des conditions de prise en charge des blessés. Deuxièmement, pour recueillir des témoignages. Par rapport à la prise en charge des blessés, nous avons vu le CICR a mis un dispositif efficace pour la prise en charge de ces blessés. Nous le saluons au passage. Nous avons trouvé des blessés sur les lits d'hôpital et d'autres sont en bloc opératoire. Au vu du nombre de blessés que nous avons vus à l'hôpital, c'était terrifiant, c'était horrible. Certains portaient déjà les stigmates de brûlures et certains on voyait la trace des balles qui les ont perforés. Après, nous avons échangé avec un certain nombre de témoins qui étaient sur le lieu, j'allais dire des rescapés, qui nous ont fait leur récit. Au fait, aux environs de 16h, quand ils ont vu les hélicoptères planer autour du site, ils se sont posé des questions. Ils ont dit que c'était 2 hélicoptères. Et dans les hélicoptères, on a, comme les hélicoptères survolaient à basse altitude, on a percevé les pilotes. Et ils ont dit qu'ils ont aperçu des pilotes de peau blanche. Après la visite, nous voudrons demander au président de la République, père de la nation, chef suprême des armées, de prendre toutes les dispositions pour qu'une enquête indépendante soit diligentée, pour que les responsabilités soient situées et que la loi puisse prévaloir. Ouverture ce matin à l'hôtel Arc-en-Ciel de Niamey d'un atelier sur la norme ITIE 2019 au profit des membres de la Cour des comptes. Celui-ci est l'œuvre du dispositif national de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Niger visant à renforcer les capacités des membres des structures étatiques. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Nasser Seydou. Outiller davantage les membres de la Cour des comptes dans l'appréciation des informations relatives aux industries extractives est l'objectif de cette rencontre, une initiative du dispositif national de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Niger.
La formation des membres de la Cour des comptes sur la norme ITIE a été inscrite dans le plan de travail du DNITIE depuis 2020. La coopération belge a financé cette formation à travers ITIE International. Je tiens, au nom du secrétariat exécutif et du GMC, à les remercier, en espérant que cette formation permettra de raffermir la coopération qui existe déjà entre nos deux institutions. Dans son allocution d'ouverture, le directeur du cabinet du Premier ministre a rappelé aux participants les buts recherchés. Pour mieux appréhender les aspects liés à ce partenariat, il a été convenu de renforcer les capacités des membres de la Cour sur les exigences de la norme ITIE. Le but recherché pour les participants est d'avoir une bonne compréhension du processus ITIE, de sa mise en œuvre au Niger et des exigences de la norme, d'identifier les aspects de la norme qui entrent dans les prérogatives de la Cour des comptes, de donner aux participants les informations nécessaires pour apprécier le projet de protocole de partenariat avec l'ITIE, donner aux participants des exemples de bonnes pratiques en matière de certification des déclarations des institutions de l'État. L'exercice de cet atelier de 2 jours à l'endroit des membres de la Cour des comptes témoigne leur engagement à traiter les matières qui leur sont soumises. Ouverture ce matin au Grand Hôtel de Niamey d'un atelier national de clôture du projet Nalewaro. La cérémonie de clôture de ce projet qui a duré 2 ans a été présidée par le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. Le compte rendu avec Nafisa Zakou et Ali Doubrema. Le présent atelier national marque la clôture du projet Nalewaro, police de proximité à Difa, un projet dont l'objectif est d'améliorer la confiance et de renforcer la communication entre la population locale et les forces de défense et de sécurité à Difa afin d'accroître la cohésion sociale et de lutter contre la propagation de l'extrémisme violent grâce à une collaboration renforcée. Après 2 années de mise en œuvre du projet dans les communes de Chetimari, Difa, Goudoumaria, Manisseroa et Ngigmi, des résultats satisfaisants ont été certes enregistrés, mais il demeure encore quelques défis pour une paix durable, voire définitive dans la région de Difa. Sans vouloir anticiper la présentation des résultats du projet et avec les outils de communication que certains d'entre vous ont déjà vus, vous remarquerez que le projet Nalewaro a reçu les résultats entre autres suivants. Mise en place de 10 réseaux Nalewaro composés des forces de défense VT, des membres des organisations de la société civile, des représentants des organisations féminines et de jeunes, des représentants des structures gouvernementales, leaders communautaires, qui ont analysé de façon quotidienne la situation sécuritaire de leur commune et proposé des solutions locales pour dissuader la propagation des organisations d'extrémisme violent et renforcer la cohésion. Initier 5 dialogues multi-acteurs communaux et un dialogue sur la situation sécuritaire tout en identifiant les causes de l'extrémisme violent, les solutions locales avec des feuilles de route adaptées au contexte local. Sensibiliser plus de 20 000 citoyens à travers un feuilleton radiophonique de 20 épisodes sur la lutte contre l'extrémisme violent à travers des radios communautaires ayant augmenté la sensibilisation des citoyens aux questions de lutte contre l'extrémisme violent. Définir et collecter avec les communautés des indicateurs de paix ayant permis de recueillir mensuellement les perceptions des citoyens en matière de sécurité, de suivre et proposer des actions sur l'évolution des préoccupations concernant la paix, la sécurité et la confiance et mettre en œuvre des mesures permettant de les adresser de façon quotidienne. L'importance de ce projet innovant, Nalewaro, qui veut dire pour la paix en Kanuri, a été soulignée par le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. Le projet a mis en œuvre des solutions novatrices, en ce sens qu'il a soutenu un engagement plus ouvert et plus transparent entre les citoyens
les groupes communautaires, les autorités communales et les structures policières. De même, ce projet s'est vigoureusement attaqué à la faible participation des femmes à l'initiative des structures de sécurité de proximité, en assurant que les femmes, les filles et les autres groupes défavorisés aient des structures et des opportunités pour partager leurs préoccupations et mettre en œuvre leurs priorités, d'où la création des réseaux Naleware mixtes et féminins. Ces réseaux donnent aujourd'hui l'opportunité à tous ces groupes vulnérables de participer activement à la paix, à la sécurité et contribuer ainsi au renforcement de la cohésion sociale. À noter que Nalewaro, qui a débuté ses activités en septembre 2020 et qui se termine le 31 octobre 2022, a été financé par le département d'État américain et mis en œuvre par Counterpart International. Étudiante en informatique et passionnée de manga, Malika est aussi coordinatrice de programme à la FADA des filles, un projet qui donne la parole aux filles, notamment sur les questions de droit. Elle parle de son engagement pour ce travail. Le studio Kalangu est allé à sa rencontre. Je me présente au nom de Tamponi Issa Malika. Je suis étudiante en informatique et j'ai 22 ans. Étant une otaku, j'aime beaucoup lire. Je peux passer des heures en train de lire. Et j'aime aussi développer des applications et travailler en musique. Mon rôle dans la FADA, c'est plus être la coordinatrice de la FADA. Au Niger, vous savez que traditionnellement, la FADA est un espace qui est réservé aux hommes. Ils s'y réunissent autour du thé pour discuter des actions à mener au sein de la communauté. Mais la FADA des filles, elle est née de la reconnaissance de plusieurs jeunes filles et de la nécessité de s'approprier les espaces de parole, de prise de décision et de solidarité. De tout cela pour améliorer les conditions de vie des femmes. Donc, nous faisons principalement de la sensibilisation par nos pairs. Et nous avons plusieurs initiatives que nous mettons en marche, comme les sœurs aînées. C'est-à-dire que nous, filles de la FADA des filles, nous partons vers les plus jeunes pour les aider. Lorsque je me suis engagée dans la FADA des filles, les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Ils disaient que j'allais à l'encontre de la société, des valeurs, carrément de la religion. Or, ce n'est pas ça. Nous travaillons toujours dans le respect de la religion. Et par rapport à l'école, c'était un peu compliqué d'axer les deux, travail et FADA. Mais quand même, Dieu merci, j'ai pu y arriver. Osez assumer. Et surtout, ne laissez pas la société vous réprimer. Soyez ambitieuse. Lorsque vous êtes victime d'action ou d'injustice, osez dénoncer votre agresseur parce que cela vous fera un plus grand bien et surtout revendiquer vos droits.